allons vous présenter un texte qui est extrait d'un livre d'Eugène Savitskaya, qui est venu ici d'ailleurs, qui est un auteur belge d'origine russo-polonaise, et c'est un de ses premiers textes qui a été publié en 1979. Et nous allons partir, donc nous allons traverser l'Afrique avec un groupe d'enfants qui va nous entraîner dans leurs rêves. Nous allons vous présenter le texte. Merci. De nombreux livres nous y avaient préparés. Nous nous étions entraînés dans les bois et les champs en secret, à la nuit tombée, et avions fait abstinence, nous privant même des oiseaux dont nous raffolions. Nous étions prêts, et pourtant nous fûmes vaincus. Et vaincus, nous disparûmes. On avait pu nous voir oisifs et sereins, déambuler le long des haies ou bien afflairer, transporter des lèvres encore humides, des métaux, rassembler les matériaux, aller et venir, récolter le pavot, résister au vent, à la pluie, combattre nos ennemis, nous préparer au voyage, astiquer le véhicule, puis, le matin, trembler et geindre. On aurait pu nous voir. Nous étions 6 ou 7, encore jeunes et tristes, aimant les livres, les lapins, les orages, courir et dormir, nager dans les étangs proches, marcher la nuit et rentrer à l'aube, des chaussures trempées, le front glacé, construire des machines sans aucun usage, de monstrueuses machines, boire du genièvre jusqu'à défaillir, vomir par la fenêtre, cracher, siffler, mourir pour rien, tourner les manivelles, tracer des plans, projeter des voyages, entreprendre, manger les fruits avec leur peau, dessiner sur les murs et les pavés de la ferme, faire du feu, détruire les portes, casser les tuiles, défoncer, tuer la volaille, ces oiseaux omniprésents, cette volaille au ras de terre, dans les trous, dans le foin, sous l'herbe, parmi la pourriture. Nous étions architectes, mécaniciens, oisifs, surtout pas fermiers. Nous aurions fait de piètres cultivateurs, incapables de distinguer un épi d'orge d'un épi de blé, l'ivraie du froment, le bambou de la canne à sucre, la ciguë du persil, le vent du nord, du vent du sud, l'automne du printemps. Éleveurs, nous aurions à coup sûr confondu tous les bestiaux, les femelles et les mâles, l'âne et le cheval, et nourri les vaches avec des pommes de terre. Et les marchands nous auraient roulés et trompés. Nous ne nous serions même pas défendus, ignorant des coutumes et n'éprouvant aucun intérêt pour elles. Et un matin, ce matin-là, nous prîmes la fourgonnette, la magnifique fourgonnette, l'unique fourgonnette, la fourgonnette que nous seuls pouvions utiliser et que nous avions construite de nos mains. Et le véhicule nous transporta au loin, vers des peupliers et des saules, des forêts, des marécages pleins de bêtes sauvages. Avant de partir, combien de charrettes, de bicyclettes n'avions-nous pas usé au cours de combien de voyages entrepris en pure perte, nous meurtrissant les fesses, le périnée, nous tordant les chines, les vides, fatigués. Combien de tentatives, combien de faillites à cause de la neige, de la pluie, du découragement de quelques-uns. Et nous abandonnions nos jeux. Laissions traîner nos outils, nos vêtements, salopettes en loques, bottines déchirées, chapeaux pour nos chevelures, paletots noirs ou bleus décousus par nos soins. Nous avions un père, une mère, de nombreux amis. Il ne nous manquait qu'un véhicule pour nous déplacer.
de préférence rapide et confortable. Bref, une sorte de fourgonnette, avec un intérieur sombre pour se reposer de la lumière, du soleil, de la lune, pour se dissimuler, avec à l'intérieur un mobilier adéquat, des banquettes, une lunette communiquant avec le poste de pilotage, une autre à l'arrière, ouverte sur le paysage, le bois et les champs, par laquelle nous pourrions jeter nos détritus, les cloisons tapissées de papier noir ou de toile de jute, le plancher métallique, la radio, les provisions dans un coffre. Et ce véhicule, nous le construisîmes. Il nous transporta au loin, vers la guerre, vers le front dont nous n'avions que de trop vagues échos, dont nous ne voyions même pas le feu, l'éternel incendie. C'était un véhicule, un vrai, avec un tracteur et une remorque. Mais la remorque fixée, soudée au tracteur et non autonome. Qu'imaginer de mieux? Il s'agissait d'une véritable fourgonnette, avec ses deux portières munies de cloches chromées, scintillantes comme des morceaux de verre, et des roues noires cousues dans le velours, recouvertes de caoutchouc, afin d'amortir, de préserver le sommeil des passagers, notre sommeil, afin de circuler sans bruit, sur n'importe quel terrain, sur du son, loin des réseaux, des stations trop peuplées. Au départ, nous étions 6 ou 7 à prendre le véhicule, à nous installer sur les sièges, à observer par la fenêtre les alentours de la prairie, à attendre la nuit noire, le coucher de notre père. Patient, cependant fiévreux, dans la machine immobile, 6 ou 7 à surveiller, à contrôler les champs, 6 ou 7 garçons et filles, 6 ou 7 guerriers. Le véhicule brillait, on pourra en témoigner. De nombreux pigeons, le prenant pour une cabane vide, se posaient sur le toit léger qui souillait et griffait. C'est un métal tellement délicat, un matériau sans comparaison possible, ramené d'un lointain entrepôt. Il s'agissait de tôles, servant initialement à la confection d'ailes de planeurs ou entrant dans la fabrication de certaines pièces de moulins. Nous aimions les oiseaux, les bruits qu'ils étaient capables de faire, les mouvements au-dessus des maisons et des champs. Nous nous étions préparés. Il ne manquait qu'un véhicule pour nous conduire partout, aussi bien sur la colline qu'au bord du fleuve, nous emporter à son bord, rapide, étincelant, mais silencieux. Nous prîmes place dans la remorque. Tous nous prîmes place dans la remorque, derrière le poste de pilotage, juste au-dessus du moteur bouillant, prêt, muni de vie, heureux de partir. Et ce véhicule, nous l'avons construit de nos mains, à l'atelier, une salle froide sous les arbres, une cabane puante dans laquelle les meilleurs d'entre nous, étourdis par la faim et le bruit des mouettes, perdaient courage, s'endormaient, se blessaient aux doigts. La moindre distraction était punie, car ce véhicule nous paraissait indispensable, car ce véhicule brillait pour nous. Nous construisîmes cette voiture et nous en fîmes usage, assurés de sa solidité. Tranquillement installés dans l'obscurité, sur du bois ou du cuir, heureux de cette solution. Basile nous accompagnait. Jean nous accompagnait. Enfin, nous prîmes ce véhicule qui nous partait. Au diable, laissant inscrites sur le sol, sur l'herbe ou sur le sable, les 2 traces de ses 4 roues. Cet engin avait bien 4 roues et non 2, comme la plupart des charrettes, des stupides charrettes impossibles à manœuvrer, à conduire au but, à reconduire à l'étable,
incapable de nous emmener, nécessitant toujours un pousseur, un esclave, un triste garçon, la plupart du temps fatigué. Comme ces charrettes dont les bras nous meurtrissaient la peau, comme ces charrettes peu légères, peu silencieuses, sur les pavés ou les pierres. Cet engin que nous désirions et que nous fabriquâmes était d'un tout autre genre. Cette machine avait bien 4 roues, et sur le plancher était posé, de métal léger et dur, la cabine qui nous abritait. Et cette machine sur l'herbe déjà haute, douce et coupante, dans laquelle circulaient nos animaux préférés. Et c'était toujours Firmin qui parlait, qui racontait les plus longues histoires, qui mangeait le plus, qui conduisait. Parfois Fabrice, rarement Basile. Lorsque nous le rencontrâmes, il travaillait dans sa fabrique et parlait peu, à tel point que nous le crûmes muet, naïfs que nous étions. Ce garçon aimait le lait. Régulièrement, il adressait à sa mère des lettres sans fin. À cette époque, il manœuvrait une poulie, actionnant à longueur de journée une manivelle métallique. Il travaillait à part, disposant d'une cabane dans la cour de l'usine, surveillant les allées et venues, au fait du moindre mouvement, et cruel avec ses camarades, en tout cas à l'abri de la pluie. Il connaissait tous les travailleurs, mais resta seul lorsque les autres partirent. Il ne voulait pas oublier sa mère, lui écrivait chaque jour, pleurait dans son réduit. Nous ne le connûmes que triste. La fourgonnette l'émerveilla. Ce véhicule devait satisfaire à tous nos besoins. Et ce véhicule, conçu spécialement pour les longs déplacements, nous satisfit pleinement. Il nous emporta ailleurs, nous transporta vers d'autres prairies, voisines ou lointaines à travers les champs en direction du fleuve. Ce véhicule haut sur roue, blanc ou gris, ouvert et se confondant avec le gazon, nous emportant souvent vers le fleuve. Il s'agissait d'abord de voyages ordinaires quotidiens, avec des stations plus ou moins prolongées au bord d'un ruisseau ou en bordure d'un vaste champ de luzerne. Des arrêts pour manger ou pour se reposer, plutôt des navettes entre la ferme et les rivières, entre le moulin et la forêt, et suivant une route bien marquée, signalée par des bornes convenablement bordées. Mais Firmin parlait d'un voyage en Afrique. Et nous parlions d'un voyage en Afrique et de lions dont Basile avait peur. Basile préférait l'Asie. Et bien qu'il parlât peu, nous le savions. Et des fauves peuplaient la plupart de ses rêves. Émerveillé par le véhicule, il se joignit à nous. Une fois à l'intérieur, installés sur les banquettes garnies de cuir, nous dormions. Le claquement de la portière annonçait toujours le départ. Dans la cabine avait pris place le plus hardi d'entre nous, le conducteur. Une fois à l'intérieur, nous dormions ou bien nous épions au travers d'une petite lucarne la villa voisine, au volet toujours baissé, la villa jaune, entourée d'acacias et dont un peintre repeignait régulièrement les boiseries. Il s'appelait Firmin, mais peu importe. Il se joignit à nous, se dépliant de sa combinaison blanche. Dessous, il portait une longue chemise rouge. Cette couleur plut à Basile, qui nous fit savoir qu'il désirait occuper la même banquette que le nouveau venu, qu'il désirait entendre de nouvelles histoires.
ses bottes et ses bottines, rassemblait ses livres, ses plans qu'il fourrait dans sa mallette jaune, cette mallette qu'il perdit plus tard, au milieu d'un champ, et qu'il chercha en vain. Recousait ses chemises, plaçait de nouveaux boutons à sa veste noire, triait de grandes quantités d'objets divers, emballait des outils, des pièces précieuses, parties de mécanique, résistances de différents calibres, des marteaux d'horloger, des pinces, des pinceaux, les fins, les minuscules, rangeait ses photographies, les portraits de son frère, le visage de sa mère, ses oiseaux, ses chiens, ses chats, les moutons qu'elle caressait, les lapins qu'elle prenait sur ses genoux, sur son ventre, montreux petit lapin d'apparat. Dans une poche de cuir, il cacha un objet qu'il avait gardé d'elle, une lime ou un flacon. Il cacha le canif gris de Fernand, son frère, les jumelles de spectacle, un ustensile d'ivoire ou de lac. Il mit les bagues et les colliers dans un mouchoir qu'il noua. La veille et la nuit durant, il avait pleuré, et nous le vîmes au matin pâle, les yeux cernés, obscurs. Alors que nous mangions devant l'atelier, autour d'une table que nous allions détruire peu après, réduire en morceaux et brûler en même temps que les autres meubles, Jean s'écarta quelques heures. Il quitta la ferme et alla s'installer dans une vieille voiture noire au milieu du pré. Là, il écrivit peut-être. Il lut, il mangea seul, il rêva de lions et d'autres fauves. Il inventa une histoire que personne ne sut jamais. Il avait toujours aimé ce véhicule hors d'usage, cette luxueuse carcasse de tôle épaisse et de cuir doux. Il y avait souvent dormi par nuit chaude et claire, car il ne supportait ni la chaleur, ni les bruits de ses compagnons endormis. C'est dissimulé à l'intérieur de ce véhicule qu'il attendit le départ, inventa cette histoire. Au commencement, les lions dorment. Les lions un peu jaunes, fatigués, viennent de bouger. C'est bien d'eux qu'il s'agit encore, aujourd'hui, sur ce pré, alors qu'il pleut. C'est bien d'eux qu'il s'agit. Ils sont toujours à nos côtés. Ils ne nous quittent jamais. Nous ne nous séparerons jamais d'eux. Les lions rouges, ils dorment à côté de nous. Sont-ils nus? Pas vraiment, pas à proprement parler. Ils dorment avec nous. Chaque fois que je m'approchais des lions, je tremblais, je pleurais. J'appelais mes frères, qui ne répondaient jamais. Chaque fois que je m'approchais des lions affamés ou pressés d'en finir avec l'aube, avec nous qui étions nombreux alors et bruyants sur le pré, le soir, chaque fois que je les voyais bouger parmi les plantes, les hautes herbes noires de la lisière de la forêt. Et je voyais leurs verges qui brillaient, qui luisaient au soleil. Aucun d'eux ne marchait sur un terrain humide. Pourtant, aucun d'eux ne traversait le fleuve, ni ne pénétrait dans le marais. Pourtant, tous préféraient la plaine. Aucun d'eux n'était malade. Nous ne connaissions pas bien la forêt en ce temps-là. Notre forêt de lions,
notre vieille forêt. Aucune forêt plus sombre, aucune plus vierge. Comme je traversais le pré, adieu, adieu. Comme je traversais en automne, fin septembre, la forêt, je les rencontrai un peu par hasard. Je connus leurs petits, je connus le fleuve, le soleil, les autres animaux plus petits et plus lents. Je connus l'aube qui les tourmentait déjà. Je connus leurs chants dans le soir. Comme je traversais la forêt, je les rencontrais, leur parlais, leur inspirais confiance, bien qu'ils n'arrêtassent de montrer leurs dents. Mais cela n'a aucune importance dans l'histoire. C'étaient des lions de passage, des lions rouges dont le visage restait la plupart du temps masqué, dissimulé à la forte lumière. C'étaient des lions de notre village, parmi nous, dans notre bande, à vrai dire, des lions affamés, sans que le moindre mal nous fût fait. Nous ne vîmes jamais de sang, aucune blessure. Tout intact, tout gris sur la prairie parmi les végétaux, près du feu, près des ordures du fleuve, et les lions nous regardaient. Je les caressais, ceux-là. Je touchais leur tête, évitais soigneusement le visage, et surtout la bouche, tantôt franchement béante, tantôt sournoise et tapie. À d'autres moments invisible entre deux lèvres closes, particulièrement unies. À vrai dire, pas de lèvres sur cette face, pas de véritable visage sur cette tête un peu blanche. À vrai dire, ce n'étaient que des lions, avides et tristes, qui criaient, qui côtoyaient les enfants. Nous, notre groupe, des animaux divers, mais tous plus faibles qu'eux, sans que l'on vît du sang dans les poils de leur face, sans que rien ne se passât, sans que rien ne changeât dans leur attitude. Des lions roués. Au commencement, juste avant l'aube, dans les bois, dans les buissons près de l'eau, à proximité de notre foyer, les lions dormaient. Les lions chantaient, paisibles et obscurs. Les vieux lions nous convoitaient, nous épiaient, je crois. Au commencement, les lions dormaient. Le silence qui s'ensuivait, partout. Comme nous traversions la forêt, nous les rencontrions. Ils criaient très fort, ils s'agitaient. Ils nous adressaient de longs regards tranquilles, bien que leur gueule restasse constamment ouverte, béante, montrant leur dentition. Nous remarquions leurs yeux, leurs dents rangées, leurs pattes un peu fléchies et douces, très douces, croyons-nous. Ainsi passait la journée, et venait le soir, sans que rien ne changeât dans le fil de nos propos, dans nos voix, dans nos attitudes respectives, dans nos vêtements, nos façons, nos cris. On disait « roquer ». Ainsi passait la journée silencieuse. Ainsi, passant en lisière de la forêt, nous entendîmes leur bruit. Nous nous aimions et ils s'aimaient. Rien ne pouvait changer dans la forêt, sur la plaine, sur les bergers presque liquides, sur les berges presque liquides. Chez les lions, la même voix, le même silence, la même faim, la même couleur. Chez nous, la pluie est toujours semblable, toujours grise, les mêmes ordures, les mêmes enfants.
Adieu. De notre côté, la paix, l'ennui. De leur côté, la paix, l'ennui. Ainsi passait la journée, le matin puis le soir en cette forêt de grande profondeur, parmi divers animaux au milieu des lions qui criaient dans notre direction, qui se remplissaient la bouche de diverses nourritures, qui crachaient, qui vomissaient, qui couraient vers le fleuve, qui jamais ne pleuraient. Bien sûr, ils étaient nos frères. Ils nous aimaient assez. Ils nous reluquaient souvent au-dessus d'un trou, d'un abîme ou au milieu de buissons obscurs ou dans le feu. Ils nous aimaient. Ils nous reluquaient à toute heure, longuement. Ils aimaient nos chants. Ils devaient aimer nos cris, leur rugissement le soir et leur silence la nuit, dans leur camp sans foyer ni flamme. Et Firmin, ayant jeté sa cigarette, le morceau de bois qu'il fumait, lentement poursuivait devant nous cette longue histoire. La journée finie. Juste avant le départ, racontait sans fin. Nous aussi, nous aimions les lions jaunes et rouges. Nous aussi. Et ces bêtes se regardaient et se léchaient mutuellement. Nous ne touchions pas l'eau tiède et molle. Ainsi passait la plupart des jours sans que rien, pas le moindre détail, ne changeât dans ces paroles prononcées en cette forêt dont nous ne connaissions pas les limites. Et tout se transformait dans la bouche ouverte, grande et rouge des lions, longue métamorphose. Nous suions avant l'aube, et rien ne bougeait. Les lions traversaient le pré, buvaient aux écuelles. Du côté des lions, c'était la même chanson, modulée sur tous les tons, murmurée avant le crépuscule. Alors que leurs étronges chauds tombaient sur l'herbe, que sortaient les chevaux, les chiens, les poules. C'était le même rythme de nutrition, la même quantité d'urine jetée sur le sol jaune, peut-être de sable, peut-être d'argile, ou bien jetée puissamment contre terre. Ces mêmes lions goûtant aux fleurs, aux tiges peu sapies, buvant aux étuelles, aux liquides ou au sang. Et parfois, plusieurs lions autour du même arbre vert. Là, ainsi passait le jour parmi des lions qui couraient à travers champs, qui ne pleuraient jamais, qui urinaient et déféquaient loin de nous. Moi, j'avais une gabardine bleue. Bien sûr, ils étaient nos frères. Bien sûr, ils étaient nos aînés. Bien sûr, ils nous aimaient. Et peut-être d'amour, lorsque nos poitrines dénudées blanchissaient sur la prairie, lorsque nous avions un peu froid de cette façon. Vraiment, ils nous aimaient. Ils nous regardaient sans cesse, montrant leur bouche, leurs lèvres. Ils nous aimaient autant qu'ils le pouvaient, sans pour cela fermer la bouche et dissimuler les dents. Et nos aînés s'épuisaient, nos puissants aînés, lions, s'épuisaient, souffraient parmi la végétation, dans la savane. Et nous aimions les observer, les appeler, crier leur nom dur ou doux, à dur. Ils s'intéressaient beaucoup à nos façons, nos vêtements, nos chemisettes blanches, nos morts, à notre sang déjà, à la couleur de nos langues, de nos peaux. Nous aimions leur couleur. Au commencement, dans les champs, à proximité de chez nous, des lions dormaient. C'étaient des lions rouges ou fauves, nos frères, nos amis en notre village. Nous nous aimions. Et ils s'aimaient. Ils couraient sur l'herbe, s'épanchaient dans la prairie, parmi d'autres animaux, dont aucun ne nous est resté, dont aucun ne demeure ici.
dont aucun n'est demeuré vivant. Ainsi, Basile parlait des lions, longuement, la journée à peine finie. Est-ce qu'on retourne là-bas pour un peu de... Oui. Musique, pizza, fromage. Vous venez? Oui. Vous venez avec nous? Oui. Il y a des lions rouges. Et les lions bleus sont où? Oui. Ouais. Il a quel âge le petit bouchon? 2 ans et demi.